Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, je suis une grande fan de Peter Pan. Et je me suis dit qu'une fois pour toutes, j'allais vous en parler de façon un petit peu plus fangirl dans une vidéo, comme ça après j'arrêterai de vous saouler avec ça et je ferai des références à cette vidéo chaque fois que j'en parle. Pourquoi Peter Pan ? Eh ben, on ne sait pas. Pourquoi votre livre préféré ? Votre livre préféré, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est un livre qui résonne en vous et avec certains questionnements que vous avez depuis toujours. En ce qui me concerne, j'ai découvert Peter Pan, j'avais 14 ou 15 ans. J'avais envie de découvrir les vrais textes qui se cachaient derrière les Disney, suite à ma lecture de La Petite Sirène d'Andersen, que j'avais adoré et je ne comprenais pas comment Disney avait pu autant modifier le film. Maintenant, je sais mieux, je comprends mieux comment ça fonctionne, mais à l'époque, ça m'avait beaucoup choqué. Et du coup, j'ai lu Winnie l'ourson, j'ai lu Mary Poppins, et un jour, j'ai lu Peter Pan. Ça a été une claque, un coup de foudre, tout ce que vous voulez, un raz-de-marée. Mais depuis, j'arrête pas de saouler tout mon entourage avec. Et du coup, je deviens un peu la Peter Pan fangirl de tout mon entourage. Et dès qu'il y a un truc sur Peter Pan, on pense à moi. Bref, c'est super. Du coup, j'ai acquis au fil des années une jolie collection de livres qui parlent de Peter Pan, qui sont des jolies éditions de Peter Pan, qui sont des réécritures de Peter Pan. Et je me suis dit que, tant qu'à faire, j'allais vous les présenter. Peut-être que ça m'intéressera certains parmi vous. Alors Peter Pan, qu'est-ce que c'est ? À l'origine, c'est un personnage qui surgit dans un recueil de nouvelles de James Barrie. Ce recueil s'appelle The Little White Bird et il y a quelques chapitres consacrés à un étrange personnage qui vit dans Kensington Gardens, l'un des parcs londoniens, qui s'appelle Peter Pan. Peter est un bébé joufflu qui s'est échappé de sa nurserie après avoir entendu ses parents parler de son avenir qui lui semble complètement déprimant. Et il va vivre sur l'île de la Serpentine qui existe à Kensington Gardens, où il va être élevé à la fois par des oiseaux et à la fois par des fées. Car chaque fois que les portes du parc se ferment la nuit, les fées prennent possession des jardins et puis dansent, chantent et font la fête. Peter va donc devenir cet enfant un petit peu étrange qui garde la capacité de parler avec les oiseaux et puis de voler, etc. Mais il va aussi éprouver une immense solitude et il va tout faire pour essayer de piéger des enfants, de garder avec lui des enfants après la fermeture des portes. Parce qu'il se dit, si un enfant reste avec moi une nuit, je ne serai plus jamais seul, il restera pour toujours avec moi. C'est empreint d'une mélancolie terrible, évidemment, comme toute l'œuvre de James Barrie, mais particulièrement le personnage de Peter Pan. Ce personnage va rencontrer un tel succès que James Barrie va ensuite l'adapter en pièce de théâtre où il va cette fois-ci être un petit garçon qui a encore ses dents de lait, puis dans le roman Peter et Wendy qu'on connaît et sur lequel sont basées toutes les réécritures et toutes les adaptations que vous connaissez. Dans Peter et Wendy, ou dans la pièce de théâtre qui s'appelle Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir, on suit les enfants Darling, dont Wendy, que vous connaissez, qui rêvent de Peter Pan, qui entendent parler de lui comme tous les enfants et qui rêvent chaque nuit du pays imaginaire où ils, bien sûr, souhaitent tous aller. Peter vient les chercher une nuit et les emmène vivre des aventures extraordinaires sur son île où ils vont devoir affronter entre autres des Indiens, des créatures sauvages, mais aussi le terrible capitaine Crochet et sa bande de pirates. Toute cette œuvre est empreinte d'une nostalgie pour l'enfance et en même temps d'une connaissance terrible de ce qu'est un enfant. Un enfant est aussi un être cruel, naïf, innocent, dans le sens où il n'a pas forcément de cœur et il lit tout ce qui lui passe par la tête et il agit juste en fonction de ses pulsions. C'est d'une richesse inouïe. Si vous n'avez jamais lu Peter Pan, évidemment, je ne suis pas du tout objective, mais je vous conseille de le lire parce que même si vous n'allez peut-être pas avoir le même coup de foudre que moi, c'est hyper intéressant. Je vais d'abord vous présenter toutes les éditions des textes originaux que j'ai, puis je vais vous présenter tout ce que j'ai comme livres analytiques et qui m'ont aidé pendant mes mémoires, oui, parce que j'ai fait 2 mémoires sur Peter Pan. Le premier sur l'évolution de la relation entre Crochet et Peter au fur et à mesure des adaptations et des réécritures de Peter Pan, et le deuxième sur l'enfant éternel en littérature de jeunesse, et du coup j'avais parlé évidemment beaucoup de Peter Pan. Et enfin je vous présenterai tout ce que j'ai comme réécriture, adaptation, préquelle que j'ai collectionné au fil des années, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite avec cette édition de Peter Pan chez Signé Classique. Alors cette édition n'a rien de particulier, à part qu'elle était vraiment pas chère, et que c'est le texte, c'est le livre avec lequel j'ai le plus travaillé pendant que je faisais mes mémoires. Comme vous pouvez le constater, il est couvert de post-it. C'est le texte du roman original, Peter et Wendy. Alors vous remarquerez que très vite ça s'appelle juste Peter Pan, alors qu'à l'origine c'est Peter et Wendy. On aime bien enlever les personnages féminins quand ils sont dans le titre, n'est-ce pas ? Je te regarde, Valérian. Et donc voilà, c'est pas un livre qui est extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une préface de Alison Lurie, qui est une spécialiste de la littérature de jeunesse anglophone, et qui était très intéressante pour commencer à analyser l'œuvre. C'est une super petite édition. Je vous ai dit qu'à l'origine, Peter Pan était une nouvelle, et du coup, j'ai très vite voulu la lire, et j'ai trouvé cette édition-ci chez Penguin Classics,
Vous avez d'abord le roman Peter et Wendy, et cette fois-ci c'est de nouveau Peter et Wendy, et ensuite la nouvelle de Peter Pan in Kensington Gardens. Alors, il faut savoir que Peter Pan en anglais c'est assez accessible, mais je vous conseillerais pas de commencer à lire de l'anglais avec Peter Pan parce que c'est quand même un langage un petit peu suranné avec des expressions un petit peu vieillottes. C'est pas du Jane Austen ou du Shakespeare non plus, mais je vous conseille de lire 2-3 trucs avant de vous lancer dans Peter Pan en anglais si jamais ça vous intéresse. Évidemment, j'avais lu le roman, j'avais lu la nouvelle, du coup je voulais lire la pièce et j'ai trouvé cette édition là. C'est chez Oxford World's Classics dans la collection Oxford English Drama. Vous avez la pièce de Peter Pan, mais aussi 3 ou 4 autres pièces de James Barrie que je n'ai toujours pas lues maintenant que j'y pense, et c'est inadmissible parce que j'aime tellement cet auteur. Bref, un jour je les lirai. La pièce de théâtre a énormément de petits détails qui changent par rapport au roman et c'est super intéressant. Et depuis que j'ai lu la pièce, évidemment, le rêve de ma vie c'est d'aller la voir jouer à Londres. Voilà, donc ce sont les 3 textes en anglais pour découvrir le texte original de James Barrie. En français, j'ai également l'édition de chez Folio Junior de Peter Pan. Vous remarquerez que les éditions anglaises n'étaient pas spécialement dans des collections enfants, mais dès qu'on est dans la version française, si. C'est la traduction de Henri Robillot, qui a fait une chouette traduction qui change un petit peu de la traduction qui avait été faite pour les Disney. Du coup, Clochette ne s'appelle pas Clochette, elle s'appelle Tin Tam, je crois. Lily la tigresse devient Lys Tigrée, ce qui est beaucoup plus proche du personnage original. C'est une chouette traduction qui est très fidèle au texte original, qui prend parfois quelques libertés un petit peu lyriques qui m'ont un petit peu agacée, mais globalement, si vous voulez le lire en français, cette édition chez Folio Junior est vraiment très bien fichue. J'ai le plaisir de trouver, je crois que c'était chez Emmaüs, cette édition de Peter Pan qui date de 1956. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, le texte de Peter Pan n'a commencé à être traduit dans son intégralité qu'à partir du moment où le Disney est sorti en 1953. Et du coup, trouver des éditions juste après, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des passages entiers qui ont été élagués, réécrits, etc. C'est le cas dans cette édition-là. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de passages un petit peu tristes, un peu morbides, qui sont vite édulcorés. C'est très rigolo. J'étais contente de trouver ce petit trésor par hasard dans une brocante braderie Emmaüs, je ne sais plus. Mais bon, ça a été une lecture assez intéressante en tout cas. Lors du Salon du Livre de Montreuil, il y a 2 ou 3 ans, j'ai découvert les éditions Corentin et qui ont fait un travail magnifique. Ils ont édité Peter Pan dans les jardins de Kensington en français, dans une édition magnifique avec des illustrations d'Arthur Rackham. Arthur Rackham, c'est cet illustrateur que vous connaissez peut-être, qui a aussi illustré Alice au Pays des Merveilles ou les Contes de Grimm. C'est un auteur du tournant du XXe siècle qui a beaucoup marqué l'iconographie anglaise par ses dessins de fées, très sépia, très 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 joli, très onirique. J'adore ce livre, c'est un de mes petits trésors. Il coûte un petit peu cher, hein, je crois. Je l'avais payé une 30aine d'euros, mais il vaut le coup. C'est un hardback dans une magnifique édition illustrée en couleur. Voilà, c'est un petit trésor aux éditions Corentin si jamais vous voulez le lire en français. Et enfin, évidemment, j'ai l'édition Minalima de Peter Pan, qui est une édition magnifique, avec des pop-up à l'intérieur, des choses à ouvrir, à trifouiller, à jouer avec. C'est un de mes petits trésors auquel je tiens le plus. C'est un livre magnifique. Enfin voilà, si vous voulez un beau livre en bibliothèque avec le texte intégral en anglais, ces éditions-là n'existent pas en français. Ruez-vous dessus, ils sont superbes. C'est tout pour les textes originaux de Peter Pan. Maintenant, je vais vous présenter les quelques bouquins analytiques que j'ai, si jamais ça vous intéresse. Je sais que c'est très pointu comme sujet, mais bon, je me dis peut-être certains parmi vous seront ravis de savoir qu'ils existent. Le premier que j'ai lu et qui a été une véritable bible pour moi, pour mon premier mémoire, c'est Peter Pan, figure mythique de Monique Chassagnol, Nathalie Prince et Isabelle Cany. Ce sont 3 chercheuses en littérature de jeunesse française qui sont des pointures dans leur domaine. Elles sont incontournables dès que vous vous intéressez un petit peu à la critique académique de la littérature de jeunesse. Elles ont fait ce recueil d'essais qui est génial. Elles s'attaquent non seulement au personnage original de Peter Pan, mais aussi aux autres personnages et à toutes les réécritures et adaptations qui en ont été faites. C'est très accessible si jamais ça vous intéresse. Ce qui est très chouette, c'est que ça parle aussi des adaptations en film, notamment le Hook de Steven Spielberg ou bien le Peter Pan de, comment il s'appelle, P.J. Hogan, avec Jeremy Summers dans le rôle de Peter Pan, qui a été fait en 2001, 2002, je ne sais plus. C'est super intéressant, ça parle aussi de jeux vidéo, ça parle de plein de choses. C'est un livre incontournable aux éditions Autrement, si jamais ça vous intéresse. En grande fan d'Harry Potter que je suis, j'ai évidemment lu
Harry Potter ou l'anti-Peter Pan d'Isabelle Cany, qui est une auteure qu'on retrouve dans le livre précédent que je vous ai présenté. Là, c'est très rigolo parce que bon, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord dedans et des raccourcis qui sont faits sur Harry Potter comme sur Peter Pan. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce livre, c'est de montrer qu'à une époque, on était nostalgique de l'enfance et on encourageait un petit peu les adultes à garder l'enfant en eux, alors qu'avec Harry Potter, on apprend aux enfants à mourir et à grandir. Enfin, c'est le personnage de Peter Pan qu'on retrouve dans Harry Potter, c'est le personnage de Voldemort qui refuse de mourir, quitte à faire des caprices de gamin de 4 ans et d'être complètement irrésolu, alors que le héros, c'est celui qui accepte de grandir et de mourir, Harry. Enfin bref, c'était super intéressant, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord, mais c'était très très intéressant comme lecture. Et c'est aux éditions Fayard, si jamais ça vous intéresse. Et le dernier, que je pensais pas être aussi sympathique à lire, c'est Le syndrome de Peter Pan de Dan Kiley aux éditions Odile Jacob. Donc Dan Kiley, c'est le psychologue, qui a lancé l'idée du syndrome de Peter Pan, qui a été tellement utilisé pour décrire Michael Jackson, Elizabeth Taylor et d'autres stars un petit peu adultes-enfants. Je pensais trouver quelque chose de très pointu sur la psychanalyse, la psychologie, et en fait, c'est un bouquin qui se présente presque comme le genre de test qu'on peut trouver dans certains magazines féminins. En fait, ça s'adresse aux gens qui connaissent des gens qui ont le syndrome de Peter Pan et qui leur donne des clés pour les aider au quotidien à accepter le fait d'être un adulte et de prendre certaines responsabilités. Alors, c'est des fois un petit peu cliché sur le rapport homme-femme, mais c'était super intéressant et hyper accessible. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à plonger dedans. C'est tout à fait compréhensible et pas du tout argoïsant de façon complètement hermétique. Et on arrive à la partie de la vidéo que j'avais le plus hâte de tourner. Ce sont toutes les réécritures, les adaptations, les préquels, etc. que j'ai pu trouver de Peter Pan et qui font partie de mes livres chouchous. Je vais commencer par ce petit livre, c'est Peter Pan et Wendy chez Didier Jeunesse. C'est une réécriture raccourcie très accessible du roman de Peter Pan par Jean-Pierre Kerlock. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est une vision du texte très accessible pour les plus jeunes lecteurs. Dès 6 ans, vous pouvez lire ça alors que le roman Peter Pan est quand même un peu costaud. Celui-ci est tout à fait accessible et cette petite collection d'ailleurs est super chouette pour découvrir des grands contes, des légendes du monde entier. Qui s'appelle Il était une mini-fois. Enfin, j'adore. Ce petit livre-là est superbe. Je vais vous présenter le livre qui m'a fait m'intéresser aux réécritures de Peter Pan. C'est celui-ci, les terribles aventures du futur capitaine Crochet. Sa version anglaise, elles sont là. The Adventures of a Notorious Youth, Captain Hook. C'est un livre qui a eu très peu de succès critique, si bien que l'auteur avait prévu un 2e tome qu'il a publié entièrement sur Facebook, histoire que les lecteurs soient pas trop déçus. Et c'est dommage parce que c'est génial. On suit le jeune James, qui est l'enfant bâtard d'un noble de la cour de Victoria et qui est élevé par sa nourrice, et par son ascendance bâtarde, il arrive à entrer au prestigieux collège d'Oxford, je crois. Bref. Bien sûr, son ascendance bâtarde en fait un paria parmi les siens. Et en plus, il a un corps un peu étrange. Quand il saigne, c'est du sang jaune qui sort. Et bon bref, c'est un personnage très inquiétant, très burtonesque. Et pourtant, James va essayer de se faire une place dans cette école. Et il se trouve que cette année-là, il y a une princesse grecque qui vient visiter la cour anglaise et qui du coup se retrouve plusieurs fois dans son collège avec la reine pour assister à l'entraînement des jeunes gens. Et James va tomber fou amoureux d'elle. Elle s'appelle Anna Nova, ce qui en grec veut dire l'étoile d'à côté. Vous voyez où je veux en venir, la 2e étoile à droite, tout ça. Et j'ai adoré ce roman qui explique les origines du capitaine Crochet, qui est mon personnage préféré du roman de toute façon. C'est plein d'aventures, c'est une histoire de pirates, il y a un petit côté île au trésor, il y a plein de références au texte original qui sont super bien fichues et j'étais tellement déçue de voir que ça n'avait pas eu suffisamment de succès pour avoir un tome 2. La couverture française en plus pour une fois chez Flammarion est superbe par rapport à l'édition américaine qui est beaucoup plus cartoony, on va le dire. Mais c'est un super roman, si un jour vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas, vous allez passer un super moment de lecture. Dans les années 2000, il y a eu un concours organisé par l'hôpital qui a les droits de Peter Pan, car tous les droits de Peter Pan sont versés à un hôpital pour enfants et orphelins, a organisé un concours pour écrire une suite. Et c'est Geraldine McCaufrian qui a gagné, donc j'ai l'édition anglaise Peter Pan in Scarlet, The Official Sequel, et L'habit rouge de Peter Pan.
je l'ai en français et en anglais parce que je me disais que peut-être en anglais c'était un peu moins pire. C'est un livre qui a énormément de potentiel. On suit en fait Wendy, ses frères et les autres enfants perdus une fois qu'ils sont devenus adultes à Londres, et ils reçoivent tous des messages du pays imaginaire comme quoi il se passe quelque chose de bizarre. Du coup ils empruntent les vêtements de leurs enfants pour redevenir enfants, cette idée-là est géniale, et revenir au pays imaginaire pour aider Peter qui devient un peu taré à être tout seul sur le pays imaginaire. L'idée de base était géniale, d'autant que sur le pays imaginaire, un cirque commence à faire son apparition, et l'étrange Monsieur Loyal, qui a l'air d'être fait entièrement de ficelles, les emmène à travers des aventures un peu étranges. Donc vous voyez, le pitch est quand même hyper chouette. Mais la mayonnaise ne prend pas, c'est loin d'être exceptionnel. Si c'est un bon moment de lecture, ça se torche avec 2-3 idées de James Barrie qui m'ont vraiment énervée. Mais ça reste une lecture intéressante quand vous vous intéressez au personnage de Peter Pan. On continue avec un roman un peu décevant qui s'appelle Peter and the Starcatchers. Ça a été traduit en français, Peter et les chasseurs d'étoiles, quelque chose comme ça. Ça prend le parti de baser l'origine de Peter et de Crochet dans le Londres réel. On suit Peter qui est un enfant des rues avec sa bande de copains dans un orphelinat ou quelque chose de ce genre-là. Je ne me rappelle plus bien, j'ai lu il y a longtemps. Ils vont être recrutés sur un bateau pour faire les mousses du bateau, laver le plancher, etc. Mais il se trouve que la cargaison du bateau sur lequel ils se retrouvent engagés est un peu particulière. Il y a une malle un peu étrange qui contient un trésor un peu magique. On devine très vite qu'il s'agit de poussière de fée, qui est une denrée du coup hyper rare et magique. Et des pirates vont essayer de prendre le bateau pour capturer cette poussière. Et sur le pirate se trouve le futur Capitaine Crochet. Il y a plein d'excellentes idées, mais c'est trop fouillis, c'est trop confus. Il y a eu 2 suites, je crois, donc c'est une trilogie. Et je ne comprends pas comment ça a pu autant fonctionner, à part grâce à du marketing ou à trifouiller la corde nostalgique des lecteurs, parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Les personnages féminins, n'en parlons pas, ils passent tellement à la trappe. On voit les choses venir de bout en bout. C'est une longue course-poursuite sur l'eau très lente, où l'action met du temps à se mettre en place, etc. J'étais un petit peu déçue, même s'il y avait plein d'excellentes idées. Mais bon, je vous laisse vous faire votre avis si jamais vous en avez envie. En français, c'est sorti chez Bayard. Et en anglais, ici, la édition britannique, c'est chez Walker Books. 2 petites pépites sorties en 2017 et que j'ai adorées. La première, c'est Moi Peter Pan, que vous avez sans doute vu beaucoup passer sur YouTube, aux éditions du Peuple de Mu, de Michael Rock. C'est un texte très poétique sur un Peter qui s'interroge sur le sens, sur les noms, sur l'absence, la solitude, le fait de grandir ou de rester enfant. C'est un Peter Pan un peu plus adolescent que ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai adoré parce qu'il y a plein de références à Hook, qui est considéré là-dedans comme faisant partie vraiment de l'univers de Peter Pan. Et j'ai adoré cette espèce de mélange entre le texte de Barrie, le film de Disney et le film de Spielberg. C'est très bien fichu, c'est super bien amené, ça respecte beaucoup les thèmes de James Barrie. Il y a 2-3 choses un petit peu hermétiques, je pense qu'il faudra que je les relise plus tard, mais c'était une merveilleuse expérience de lecture et je vous le conseille absolument. On va présenter le maître, c'est Timothée de Fombelle avec Neverland. Alors, c'est pas vraiment une réécriture de Peter Pan, mais Neverland, c'est le nom du pays imaginaire, du pays de nulle part, selon les traductions, où vit Peter Pan et vivent les enfants perdus, les Indiens, etc. Timothée de Fombelle, dans ce court roman un peu étrange, construit comme une quête un peu mystique, décide de partir en quête du moment dans son histoire où il est devenu un adulte. Et c'est superbe. Ça respecte énormément l'œuvre enfin peut-être pas l'œuvre, mais en tout cas les idées de James Barrie, dans le sens où il y a énormément de mélancolie, où toute la quête se fait grâce à des souvenirs d'enfance et des choses qui nous semblaient si faciles auparavant et qui maintenant deviennent inaccessibles. C'est porté par une plume merveilleuse, Timothée de Fombelle, on n'a plus à prouver quoi que ce soit, c'est un conteur superbe. J'ai adoré cette lecture, même chose que pour le texte précédent. Je pense que c'est un texte qui se relit plusieurs fois pour en enlever les couches successives et mieux arriver au cœur de ce qu'il veut dire. C'est chez l'Iconoclaste et c'est sorti en littérature adulte pour une fois, donc c'est plutôt pas mal aussi. Un merveilleux petit texte, vous voyez pas très bien avec la luminosité, mais il est superbe. Voilà, je vous le conseille à 100%.
On va finir sur mes livres illustrés. J'en ai 1, 2, 3, 4 à vous présenter, qui sont des petites pépites. Je suis toute frétillante à l'idée de vous les montrer. Le premier, c'est chez Didier Jeunesse, Peter Pan et Wendy, qui m'a été offert par mon amie Mathilde. C'est une version CD, enfin livre CD du texte de Barry. Donc évidemment, c'est raccourci. C'est illustré par Ilia Green, qui fait des superbes illustrations pleine de couleurs et de naïveté apparente. La seule chose que je peux reprocher un petit peu à ce texte, c'est qu'il raconte les jolis côtés de Peter et pas forcément son côté un peu sombre et morbide et effrayant. Mais c'est une superbe porte d'entrée dans le conte pour les plus jeunes. Une superbe découverte, j'ai adoré. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Je crois qu'on dit ingénieur papier, mais c'est tellement moche que je préfère dire artiste, qui fait des pop-up magnifiques. Il s'agit de Robert Sabuda et il a fait un pop-up sur Peter Pan. Je vais essayer de vous en montrer quelques pages. Voilà. Voici le pays imaginaire. Voilà. Et il y a aussi des petits pop-up dans le texte ici, avec des choses qui s'ouvrent, etc. Enfin bref. C'est un livre magnifique. Je crois que c'est ma sœur qui m'a offert celui-là, donc je te remercie Louise parce que c'est un de mes trésors. Vous voyez là, c'est là, la cabane des enfants perdus. Enfin, il y a tellement de détails. C'est un livre magnifique. Limite, on s'en fiche du texte. Tout ce qu'on veut, c'est les images et cet univers qui prend vie juste devant vos yeux. C'est tellement bien pensé. Il y a un bateau pirate en pop-up, les gars, faut que je vous le montre. Regardez-moi ça, un bateau. C'est un livre magnifique. Si vous aimez les pop-up, allez regarder tous les livres de Robert Sabuda. J'en ai plusieurs. Je crois que je vous ferai peut-être une petite vidéo pour tous vous les montrer, tellement ils sont trop beaux et vous donner envie de les chercher partout. Il y a 1 an ou 2 est sorti un magnifique album aux éditions Milan, Peter Pan. C'est adapté par Maxime Rovère et c'est illustré par Alexandra Huard. Et il est magnifique. Bon, déjà, regardez la couverture, tous ces détails. Cette nature sauvage, et regardez ce visage inquiétant de Peter et ses enfants accroupis dans l'ombre qui essayent de guetter quelque chose. C'est tellement proche du texte de Barry que j'étais ravie de le voir sortir. Tout y est, la ronde incessante des personnages qui se courent les uns après les autres dans un cercle infini, un peu comme la vie en fait, qui n'en fait que tourner. Il y a des détails partout, des sous-entendus, il y a la morbidité, il y a la fascination, il y a la magie, il y a la mort, il y a tout dedans. Les illustrations sont magnifiques et le texte reprend chapitre par chapitre le texte de Barry, mais en le simplifiant et le raccourcissant, sans en enlever les passages un peu étranges ou effrayants. C'est un livre plein de couleurs qui rappelle un petit peu le douanier Rousseau, je trouve, dans la palette utilisée, qui ravira les petits comme les grands, qui est une superbe porte d'entrée dans Peter Pan. Je vous le recommande, mais tellement, s'il n'y en a qu'un à retenir, je pense que c'est celui-là. Et enfin, celui qui n'est plus à présenter, évidemment, c'est l'adaptation en bande dessinée de Peter Pan par Régis Loisel. C'est une série en 6 tomes, où on suit Peter, un jeune orphelin, enfin au début il n'est pas orphelin, il a une maman alcoolique qui est limite prostituée, qui essaie de se débattre dans le Londres dégoûtant de Jack l'Éventreur, et qui va être sauvé, entre guillemets, par une petite fée, Clochette, venue du pays de nulle part pour chercher quelqu'un qui pourra sauver le pays imaginaire. Et c'est sombre, morbide, glauque. J'étais hallucinée par la façon dont Loisel réussit à s'emparer de tout l'aspect sombre de Peter Pan pour en faire cette fresque épique et fantastique. Le dessin est torturé, sombre, plein d'ombres et de petits traits un petit peu angoissés, et pourtant on sent aussi la dose de rêve et de magie qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit-là. C'est une BD qui fait tout à fait l'ambivalence entre le rêve et le cauchemar, entre la vie et l'imaginaire. C'est superbe, une pépite. Voilà, cette vidéo est terminée, enfin. Elle était un peu longue, mais je tenais vraiment à la faire pour présenter tous ces petits trésors qui comptent pour moi. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions ou des suggestions, ou si vous avez découvert d'autres adaptations de Peter Pan, ça m'intéresse tellement, vous ne pouvez pas savoir. Ah bah écoutez, en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.